Je pense qu'il va changer. Vous savez, il est attaché à son propre niveau de service et c'est peut-être ce qui restera. Et si je vous disais que la princesse Anne, la membre de la famille royale la plus travailleuse et qui ne recherche jamais les feux de la rampe, vient de briser des décennies de silence au palais avec une révélation si explosive qu'elle pourrait faire s'effondrer la monarchie telle que nous la connaissons? À l'heure actuelle, en ce moment même, Buckingham Palace est en confinement total. Réunion d'urgence, coup de fil frénétique, équipe juridique travaillant sans relâche. Pourquoi? Parce que la princesse Anne a fait quelque chose d'absolument inédit. Elle a révélé un accord secret entre deux des figures les plus controversées de l'histoire de la famille royale, Meghan Markle et le prince Andrew. Oui, vous avez bien entendu, Meghan et Andrew, des concerts, et la princesse Anne en a la preuve. Mais voici la question que vous devez vous poser. Pourquoi la princesse Anne, la fille la plus fidèle de la reine, celle qui a assisté à plus d'engagements royaux que n'importe quel autre membre de la famille l'an dernier, risquerait-elle tout pour révéler cela? Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si préjudiciable, pour qu'Anne elle-même se sente obligée de rompre le silence? Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la famille royale. Il ne s'agit pas de simples ragots. Il s'agit d'un complot savamment orchestré qui se dissimule à la vue de tous depuis des années, et le compte à rebours est lancé. La révélation fracassante aura lieu en décembre 2025, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire royale. Non pas pour une célébration, ni pour un jubilé, mais pour le jour où la princesse Anne a finalement dit « Ça suffit ». Le choix du lieu était délibéré. Ni Buckingham Palace, ni le château de Windsor, mais Gatcombe Park. La résidence privée d'Anne, son sanctuaire, le seul endroit où elle ne rende compte à personne. Il ne s'agissait pas d'une déclaration officielle de la famille royale. Cette information n'a pas été validée par les équipes de communication du palais. Anne parlait en son nom propre, qu'importe les conséquences. Et ce qu'elle a révélé était tout simplement dévastateur. Imaginez la scène. La princesse Anne, debout devant un petit groupe de journalistes triés sur le volet, porte la marque d'un lourd secret qu'elle a gardé bien trop longtemps. Ses mains, d'ordinaire si sûres d'elle, tremblant légèrement tandis qu'elle tient ses notes préparées. Sa voix, d'ordinaire ferme et inébranlable, laissait transparaître une fureur à peine contenue, selon les personnes présentes. Je suis restée silencieuse. Commença-t-elle? Parce que je croyais en l'institution. Je croyais à la loyauté familiale. Je crois que certaines affaires devraient être réglées en privé. Mais ce que j'ai découvert dépasse le cadre des querelles familiales. Cela dépasse celui des griefs personnels. Il s'agit de l'intégrité même de la couronne. Imaginez le choc dans cette pièce. La princesse Anne n'aime pas les drames. Elle ne recherche pas l'attention. Elle arrive, fait son travail et rentre chez elle. Qu'elle convoque une conférence de presse? Il y a de quoi s'inquiéter. Mais le plus inquiétant, c'est que Anne a révélé avoir découvert des communications, des messages cryptés, des relevés téléphoniques et des comptes rendus de réunion, prouvant que Meghan Markle et le prince Andrew coordonnaient leurs actions depuis des années. Non pas des mois, mais des années. Une alliance secrète forgée dans l'ombre, entretenue par la tromperie et conçue dans un seul but, exercer une pression sur la famille royale. Réfléchissez-y un instant. Meghan, qui a intégré la famille royale en 2018 et l'a quittée en 2020, soi-disant en quête de tranquillité et d'intimité. Andrew, contraint de se retirer de ses fonctions royales après son interview désastreuse à la BBC concernant Jeffrey Epstein. Deux personnes qui, en apparence, n'ont rien en commun. Pourtant, selon la princesse Anne, elles collaborent depuis fin 2019, partageant des informations confidentielles, coordonnant leur stratégie médiatique et se protégeant contre l'institution qui, selon elle, les a trahis. Dès lors, pourquoi la princesse Anne risquerait-elle sa réputation, bâtie sur des décennies de services irréprochables, pour révéler cela? Qu'a-t-elle bien pu voir de si dangereux qu'elle n'ait eu d'autre choix que de réagir de manière aussi radicale? La réponse, comme nous allons le découvrir, est encore plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. Comment tout a commencé? Revenons en novembre 2019. Vous souvenez-vous de l'interview du prince Andrew par Emily Maitlis dans l'émission Newsnight? Sinon, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Ce fut un désastre d'une ampleur colossale, un accident de train au ralenti, une leçon magistrale sur la manière de ruiner sa réputation en moins d'une heure. Andrew pensait laver son nom concernant ses liens avec le criminel condamné Jeffrey Epstein. Au lieu de cela, il a offert au monde des alibis dignes d'une pizzeria, des excuses pour ne pas transpirer et une incapacité totale à exprimer des regrets quant à son amitié avec un prédateur.
En moins de 72 heures, Andrew fut de facto écarté de ses fonctions royales. Les organisations caritatives l'abandonnèrent. Les institutions prirent leur distance. Même sa mère, la reine Elizabeth II, n'a pu le protéger du raz-de-marée de critiques et de moqueries qui a suivi. Voici ce que personne ne savait à l'époque. Voici ce que la princesse Anne a révélé depuis. Alors qu'Andrew sombrait dans l'humiliation publique, isolé et désespéré, quelqu'un lui a tendu la main. Une personne inattendue. Quelqu'un qui a perçu une opportunité là où d'autres ne voyaient que catastrophe. Meghan Markle. Selon le témoignage d'Anne, Meghan a pris contact pour la première fois par l'intermédiaire d'intermédiaires fin novembre 2019, quelques semaines seulement après l'échec de l'interview d'Andrew. Les premiers messages étaient empreints de sympathie. Comprehension. Ils ont exprimé leur solidarité envers une personne qui estimait avoir été sacrifiée par le palais pour préserver son image. Ils le feraient à n'importe qui, disait un message. Je sais exactement ce que tu traverses. Réfléchis à l'aspect psychologique. Fong. Andrew était radioactif. Sa propre famille prenait ses distances. Mais voilà que Meghan, qui se sentait elle-même de plus en plus éloignée de l'institution, arrive, offrant compréhension et réconfort. Vous voyez le génie de cette approche? Il ne s'agissait pas d'une simple manipulation. C'était d'une précision chirurgicale. Meghan ne formulait aucune exigence ni ne demandait de faveur. Elle était simplement présente, alors que personne d'autre ne l'était. Mais pourquoi? Que pourrait bien vouloir Meghan d'Andrew? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Désinformation, un accès. Assurance. En effet, dès la fin de 2019, Meghan et Harry préparaient déjà leur retrait de leurs fonctions royales officielles. L'annonce du fameux Megxit interviendrait en janvier 2020. Quitter la famille royale n'est pas comme démissionner. On ne donne pas sa démission du jour au lendemain. L'institution a des moyens de contrôler le discours, de gérer les départs et de se protéger, parfois au détriment des individus. Meghan avait besoin d'un moyen de pression. Elle avait besoin d'informations privilégiées qui puissent la protéger. Elle et Harry, si le palais décidait de riposter. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne le fonctionnement interne de l'institution et qui ait ses propres raisons de vouloir régler ses comptes. Voici le prince Andrew, isolé et détenteur de décennies de secrets de palais. Selon les éléments de preuve fournis par la princesse Anne, la relation entre Meghan et Andrew a évolué rapidement entre décembre 2019 et début 2020. Ce qui avait commencé par des messages de soutien s'est transformé en appels téléphoniques réguliers. Ces appels ont donné lieu à des discussions stratégiques qui ont finalement abouti à ce qu'Anne a décrit comme un accord formel. Mais voici la partie qui devrait vous glacer le sang. Il ne s'agissait pas simplement de deux membres de la famille royale mécontents se consolant mutuellement. Selon Anne, ils planifiaient, coordonnaient et mettaient activement en place un réseau de protection mutuelle et partageaient des renseignements. Et en février 2020, ils se sont rencontrés en personne. La réunion secrète. Vous vous souvenez du prétendu voyage privé du prince Andrew au Canada début 2020? Officiellement, il avait besoin d'une pause loin du cirque médiatique britannique, d'un peu de calme, loin des regards et des pressions. C'était un mensonge. D'après les révélations explosives de la princesse Anne, Andrew s'est rendu au Canada dans un but précis, rencontrer Meghan Markle dans une propriété isolée sur l'île de Vancouver. Réfléchissez-y un instant. Alors que le monde pensait qu'Andrew se cachait, rongé par la honte, et que Meghan s'acclimatait à sa nouvelle vie au Canada, il tenait en réalité des réunions clandestines, finalisait des accords et coordonnait leur stratégie. Le dispositif de sécurité déployé autour de cette rencontre était exceptionnel. Transport privé. Aucun document officiel. Lieu choisi précisément pour son isolement. Les rares personnes informées de la réunion étaient tenues au secret professionnel et grassement rémunérées pour leur discrétion. Alors, de quoi ont-elles discuté durant ces heures? La princesse Anne affirme avoir reconstitué les faits à partir de sources multiples. Des communications qu'elle a découvertes, des témoins qu'elle a interrogés et sa propre enquête, menée secrètement depuis des mois. L'accord qu'ils ont finalisé comportait 3 éléments essentiels. Premièrement, la protection mutuelle. Andrew et Meghan étaient tous deux confrontés à une intense pression médiatique et à des critiques publiques. Tous deux se sentaient trahis par l'institution. Ils convinrent de se défendre publiquement dès que l'occasion se présenterait. Cela impliquait des fuites stratégiques auprès de journalistes complaisants, des campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux et des pressions en coulisses sur les médias pour atténuer leur couverture. Vous souvenez-vous de ces articles occasionnels défendant Andrew qui semblaient surgir de nulle part?
Ces articles suggérant qu'il avait été traité injustement, que les médias étaient allés trop loin, qu'il méritait une seconde chance. Selon Anne, nombre d'entre eux ont été orchestrés par l'équipe de Meghan, qui a utilisé son vaste réseau de contacts dans les médias pour obtenir une couverture médiatique favorable. Deuxièmement, le partage d'informations. C'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Andrew possédait des décennies de connaissances privilégiées sur le fonctionnement de la famille royale. Il comprenait les failles du palais, les secrets de famille, les faiblesses institutionnelles. Il savait où étaient enterrés les cadavres, parfois au sens propre, parfois au sens figuré. Meghan, de son côté, avait une connaissance approfondie des dynamiques familiales actuelles et un accès à un réseau médiatique international dont Andrew était dépourvu. Cet échange a profité aux deux parties, mais a également créé une situation de destruction mutuelle assurée. Chacun disposait désormais d'armes capables de détruire l'autre si la relation se détériorait. Troisièmement, la coordination future. Le plus inquiétant, peut-être, était qu'ils ont évoqué des scénarios où ils pourraient avoir à agir de concert, des crises potentielles susceptibles d'être exploitées, des moments où le palais serait particulièrement vulnérable. Il ne s'agissait pas de simples conversations réactives. Ils anticipaient des imprévus qui ne s'étaient pas encore produits, élaborant des stratégies pour des situations qu'ils pourraient eux-mêmes créer. À présent, je vous invite à réfléchir à un point crucial. Pourquoi la princesse Anne révèle-t-elle tout cela maintenant? En décembre 2025, près de 6 ans après le premier contact, près de 5 ans après la rencontre de Vancouver. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a finalement poussé Anne à rompre des décennies de discrétion et de loyauté pour révéler ce complot? La réponse se trouve dans des événements récents qu'Anne n'a fait qu'évoquer lors de ses révélations. Elle a parlé d'escalade, d'un accord qui a pris une tournure plus dangereuse, de plans élaborés qui ont franchi une limite qu'elle-même ne pouvait ignorer. Elle a mentionné des menaces, sans toutefois en préciser la nature. Elle a évoqué la nécessité de protéger ses nièces, Béatrice et Eugénie, des conséquences de leurs actes. Et, plus inquiétante encore, elle a déclaré que le silence n'était plus compatible avec son devoir envers la couronne. Qu'est-ce qui pouvait bien être si grave pour que la princesse Anne, qui a traversé tous les scandales royaux des 50 dernières années avec un silence stoïque, se sente obligée de s'exprimer publiquement? Les preuves. Parlons plutôt de ce que possède réellement la princesse Anne. Car voilà le problème avec les allégations d'explosives. Sans preuve, ce ne sont que des ragots. Sans preuve, ce ne sont que la parole de l'un contre celle de l'autre. Anne le sait, elle n'est pas impulsive. Elle n'est pas du genre à faire des histoires. C'est une professionnelle entraînée militairement, consciencieuse, qui comprend parfaitement les risques qu'elle encourt en témoignant, ce qui signifie qu'elle doit avoir des éléments concrets. Lors de ses révélations, Anne a fait référence à des éléments de preuve précis sans les dévoiler entièrement. C'est une stratégie. Il s'agit de retenir les informations les plus compromettantes pour maintenir la pression et empêcher le palais d'élaborer une stratégie de déni total. Voici ce qu'elle a confirmé. Messages cryptés. Anne affirme avoir accédé à des communications entre les appareils d'Andrew et des numéros liés à l'équipe de Meghan. Ces messages contiendraient des discussions explicites sur les failles du palais, les tensions familiales et des stratégies de réponse coordonnées. Imaginez les dégâts que cela pourrait causer si c'était rendu public. Il ne s'agit pas de spéculation ou de rumeurs, mais de preuves documentées de collusion. Relevés téléphoniques. Anne a obtenu des relevés montrant des contacts réguliers et soutenus entre Andrew et l'équipe de Meghan tout au long de 2020, 2021 et au-delà. La fréquence et le moment de ces communications coïncideraient avec des événements royaux majeurs et des controverses médiatiques. Par exemple, avez-vous remarqué comment Andrew faisait parfois la une des journaux justes au moment où Meghan et Harry étaient confrontés à une couverture médiatique négative? Au comment, occasionnellement, des articles favorables à Andrew apparaissaient précisément lorsque Meghan avait besoin de détourner l'attention de ses propres controverses. Selon Anne, il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une coordination. Témoignage à l'appui. Anne a interrogé des personnes qui étaient au courant de la réunion de Vancouver et de la coordination qui a suivi. Des membres du personnel, des agents de sécurité, des personnes ayant signé des accords de confidentialité. Mais Anne a convaincu de parler, soit en faisant appel à leur loyauté envers la couronne, soit par d'autres moyens qu'elle n'a pas divulgués. Des documents financiers. C'est potentiellement l'élément le plus explosif. Anne laisse entendre qu'il existe des transactions financières reliant des entités liées à Andrew et Meghan.
Elle a pris soin de ne pas préciser la nature ni la structure de ces transactions, mais l'implication est claire. Des sommes d'argent ont été échangées dans le cadre de cet arrangement. Meghan aurait-elle contribué au financement de la défense d'Andrew ou de ses relations publiques? Andrew aurait-il été rémunéré pour des informations? Nous l'ignorons pour l'instant, mais la mention de documents financiers par Anne laisse supposer un accord formalisé qui dépasse le cadre d'une simple coordination. Mais voici ce qui est véritablement brillant dans la démarche d'Anne. Elle a révélé suffisamment d'éléments pour prouver son sérieux, tout en gardant le cap. Le palais ne peut pas tout nier, car Anne a clairement indiqué posséder des documents. Mais il ignore également leur contenu exact, ce qui rend toute réponse extrêmement difficile. Doivent-ils nier catégoriquement et risquer d'être contredits? Reconnaître certains éléments tout en contestant d'autres? Garder le silence en espérant que l'affaire se tasse? Chaque option comporte des risques, et la princesse Anne en est consciente. Imaginez maintenant que vous êtes le roi Charles. Votre sœur vient de révéler un complot secret impliquant votre frère et votre belle-fille. Elle prétend détenir des preuves susceptibles d'humilier la famille et de déclencher des poursuites judiciaires, et elle l'a fait publiquement, rendant impossible une gestion discrète de la situation en famille. Que faites-vous? La princesse Anne vient de terminer son hommage aux militaires tombés au combat lors de la cérémonie du jour du souvenir. Quel privilège d'avoir porté ce fardeau pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir. Le palais est en crise. Les suites immédiates des révélations de la princesse Anne ne peuvent être décrites que comme un chaos maîtrisé. Quelques minutes plus tard, Buckingham Palace publiait un communiqué laconique qualifiant les allégations d'Anne de catégoriquement fausses et profondément irresponsables. Mais remarquez ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas menacé de poursuites judiciaires. Ils ne l'ont pas traitée de délirante ou de personne en quête d'attention. Ils ont choisi leurs mots avec une extrême prudence. Pourquoi? Parce que la princesse Anne n'est pas une étrangère qu'on peut facilement ignorer. Ce n'est ni une journaliste de tabloïd, ni une ancienne employée aigrie. C'est la princesse royale. Elle a servi la couronne avec distinction pendant plus de 50 ans. Au cours de la dernière décennie, elle a accompli plus d'engagements royaux que pratiquement tous les autres membres de la famille. On ne peut pas simplement balayer sa crédibilité d'un revers de main. En coulisses, la réaction a été bien plus désespérée. Selon des sources proches du palais, le roi Charles a immédiatement convoqué des réunions d'urgence avec ses principaux conseillers et juristes. Les questions posées sont à la fois pratiques et existentielles. Que possède exactement Anne? Tant qu'ils n'auront pas tous les éléments de preuve, il leur sera impossible d'apporter une réponse adéquate. Comment contenir cette affaire? Avec les réseaux sociaux et l'information en continu, l'histoire se propage déjà à travers le monde. Les stratégies traditionnelles du palais, basées sur une communication maîtrisée, sont inefficaces. Que savons-nous d'Andrew et de Meghan? Tous deux ont publié des démentis, mais ces derniers sont formulés avec une telle prudence qu'ils laissent place à l'interprétation. Les avocats d'Andrew ont publié un communiqué affirmant que les propos d'Anne sont trompeurs et sortis de leur contexte, mais ils n'ont pas nié tout contact avec Meghan. Cette formulation est significative. Sortie de son contexte. Cette déclaration laisse entendre qu'un événement s'est produit, mais que l'interprétation d'Anne est erronée. L'équipe de Meghan s'est montrée plus agressive, qualifiant les affirmations d'Anne de pure fantaisie et de tentatives désespérées d'attirer l'attention. Mais là encore, il convient de noter la stratégie employée. Ils s'attaquent à la crédibilité et aux motivations d'Anne, plutôt que de réfuter formellement les allégations. Lorsqu'une personne émet des démentis sans les réfuter formellement, c'est généralement parce qu'elle craint d'être contredite. La situation juridique est particulièrement complexe. Si Andrew a divulgué des informations confidentielles sur les opérations royales sans autorisation, a-t-il enfreint des lois ou des accords? Les avocats du palais examinent sans aucun doute cette question, mais engager des poursuites contre un membre de la famille royale serait l'ultime décision de la reine. Le matin du 23 novembre 2025, Buckingham Palace semblait calme et immuable. Mais entre ces murs, un moment de quiétude allait bientôt basculer dans l'histoire. À mesure que le sens de la chose s'imprégnait, Charles comprit que sa mère lui avait légué bien plus qu'une couronne et un héritage. Elle lui avait légué un défi. La clause ne se résumait pas à une question d'argent ou de biens. Elle était chargée d'intention, d'attente et d'un message discret sur la famille et les responsabilités. Et l'atmosphère de la pièce changea presque instantanément. Ce qui avait commencé comme une simple formalité administrative se transforma en un moment de silence stupéfait. Les fonctionnaires du palais prirent rapidement conscience de la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'une note oubliée.
Le roi Charles III, assis dans son bureau privé, examinait des documents relatifs à la succession de la reine Élisabeth II. C'était un simple contrôle juridique de routine, une étape de plus dans le long et minutieux processus de règlement des affaires privées d'un monarque. Rien dans la matinée ne laissait présager un drame, et pourtant, dissimulé parmi les documents impeccables se cachait une révélation qui allait bouleverser la famille royale. Alors que Charles tournait une nouvelle page, il comprit que l'enjeu dépassait largement le cadre de l'héritage ou de l'ordre constitutionnel. C'était une affaire profondément personnelle. En lisant les mots de sa mère, il comprit que la reine Élisabeth avait fait une ultime intervention, empreinte de sagesse, dans une histoire familiale qu'elle savait rester irrésolue. Même durant ces derniers mois, elle avait continué à planifier, à guider et à préparer discrètement un avenir qu'elle savait ne jamais voir. La reine avait toujours cru en l'importance d'anticiper, voire de prévoir les conséquences juridiques. La clause avait été soigneusement rédigée et intentionnellement dissimulée, conçue pour n'être révélée qu'au moment opportun. La nouvelle de sa découverte se répandit discrètement mais rapidement au sein du palais, provoquant une onde de choc en coulisses. Pour le roi Charles, les conséquences dépassèrent largement le cadre légal et procédural. Il découvrit une section cachée et inconnue du testament. Elle lui sauta immédiatement aux yeux. Elle ne faisait pas partie du testament qu'il croyait si bien connaître. La clause était claire, délibérée et extrêmement précise, et elle concernait directement le prince Harry. Ce que Charles lisait n'avait jamais été partagé avec les membres les plus importants de la famille royale, ses conseillers, ni même ses proches. Jusqu'à cet instant, son existence était restée totalement inconnue de ceux qui n'avaient pas encore noué de lien. Cela obligea Charles à se confronter non seulement à son rôle de roi, mais aussi à celui de père. Hors des murs du palais, la vie suivait son cours. Londres s'agitait, le monde tournait et les gros titres restaient inchangés. Mais à Buckingham Palace, plus rien ne semblait normal. Un secret longtemps enfoui avait été révélé, et avec lui des décisions difficiles qu'il était désormais impossible de reporter. Tout au long de son règne, elle était réputée pour sa patience, sa stratégie et son sens aigu du timing. Cette clause cachée reflétait tout cela. Elle n'avait pas été rédigée à la hâte ni sous le coup de l'émotion, mais avec soin et intention. En la gardant secrète, elle s'assurait qu'elle ne soit révélée que durant le règne de Charles, lorsqu'il serait suffisamment fort et éprouvé pour en assumer les conséquences. Alors que la voix de la reine Élisabeth, longtemps restée silencieuse, s'était à nouveau fait entendre, guidant, incitant et façonnant l'avenir de la monarchie depuis l'au-delà, le roi Charles a découvert une clause cachée dans le testament de sa mère qui concerne directement le prince Harry. Mais que dit-elle exactement? Est-ce une punition pour la décision de Harry de quitter le Royaume-Uni pour la Californie, ou un plan soigneusement élaboré, fruit du pardon et de la prévoyance? À présent, découvrons une clause assortie d'une condition. L'annonce surprenante du prince William. La journée a commencé comme une matinée royale ordinaire au palais de Kensington. Selon des sources anonymes proches du palais, il était précisément 7h48. Le palais a publié un communiqué par ses voix officielles. En quelques secondes, les conseillers au palais comprirent que la situation était inhabituelle. La déclaration ne provenait ni d'un bureau, ni d'un porte-parole, ni d'un comité. Elle venait directement du prince William. Ce détail à lui seul a tout changé. Contrairement aux annonces habituelles du palais, il n'y avait aucune formalité. Prenant de court les observateurs, le prince William a annoncé la fin définitive de toute relation future entre la couronne et la duchesse de Sussex, ce qui a eu pour effet de faire la une des journaux télévisés du matin en Grande-Bretagne, des journaux télévisés de l'après-midi en Asie et des journaux télévisés de fin de soirée en Amérique du Nord, simultanément. Ce timing a permis d'éviter toute période de discrétion, toute diffusion progressive. 3 minutes plus tard, la BBC annonçait l'information. Sky News a suivi. ITV a interrompu ses émissions matinales. Aux États-Unis, CNN a affiché une bannière d'alerte sur son écran. À 8 heures, l'information avait remplacé les bulletins financiers, les bulletins météo et les actualités culturelles sur les principales chaînes. Voilà qui est surprenant. Partout dans le monde, on sentait déjà que la couronne et les Sussex n'étaient pas en bons termes. À travers des interviews, des documentaires, des documents judiciaires et des commentaires médiatiques. Ces épisodes étaient chaotiques, chargés d'émotions et souvent empreints de réactions. Cette annonce n'était ni émotionnelle ni une réaction impulsive. Elle avait un ton administratif, mais une origine personnelle. Cette combinaison a perturbé tout le monde. Bien que les analystes aient estimé que les marchés financiers n'ont pas connu de mouvements spectaculaires après l'annonce, quelques perturbations ont été observées.
La livre sterling est restée stable, même si les actions liées aux entreprises de médias britanniques ont brièvement enregistré des pics de volume d'échange, les internautes s'étant montrés curieux de suivre l'annonce. La réaction du public à travers le monde a cependant varié. Au Royaume-Uni, un sondage éclair YouGov réalisé plus tard dans la journée a révélé un clivage marqué selon l'âge. À mesure que l'information se répandait, les ambassades ont contacté le palais pour obtenir des éclaircissements. Selon une source, le gouverneur général du Commonwealth a reçu des informations du bureau de Williams et à midi, les standards téléphoniques du palais avaient enregistré des milliers d'appels. Et devinez quoi? Eh oui, la plupart des questions sont restées sans réponse, non pas par manque de monde, mais intentionnellement. Le silence est devenu partie intégrante du message. L'institution s'est exprimée et la décision est irrévocable. En début d'après-midi, l'attention s'était déplacée des événements passés vers les conséquences à venir. Les commentateurs ont commencé à s'interroger sur l'impact que cela aurait sur l'organisation des futurs couronnements, les mécénats caritatifs et la stratégie médiatique. Des journalistes chevronnés comme Nicholas Witchell, qui couvrent la monarchie depuis des décennies, ont décrit ce moment comme inédit dans leur carrière. Les médias internationaux ont réagi très vite. Reuters a diffusé une dépêche en 4 minutes. En France, Le Monde a mis à jour le titre de sa une avant même que la plupart des gens n'arrivent au travail. Mais la réaction de la presse est sans commune mesure avec celle des réseaux sociaux. Les données de CrowdTangle ont révélé plus d'1 million d'interactions sur toutes les plateformes au cours des 10 premières minutes. Sur X, le sujet a atteint la première place mondiale en moins de 8 minutes. Devant le palais de Kensington, les journalistes étaient déjà en place. Certains étaient là depuis l'aube, avertis qu'un événement important se préparait, mais aucun ne s'attendait à une telle ampleur. Un membre du personnel du palais l'a même décrit comme une rupture historique, non seulement au sein d'une famille, mais au sein de la société britannique tout entière. Guillaume a également ordonné au palais de mettre en œuvre un plan de riposte. Ce genre de plan est long à élaborer. Fait intéressant, un ancien membre du personnel du palais a même confirmé que de tels scénarios se préparent généralement sur plusieurs années. Cependant, ce qui a rendu ce moment si particulier, ce n'était même pas le tumulte, mais la certitude. Ce vide a contraint les commentateurs à se concentrer sur la structure, les précédents et les conséquences, plutôt que sur les personnalités. Selon les historiens de la famille royale, la décision de Guillaume n'a rien de nouveau ni de surprenant. Par exemple, le palais a retiré le titre d'Altesse royale au nom de Diana après son divorce très médiatisé avec Charles en 1996. Mais certains ont rapidement rétorqué que, même à cette époque, la communication se faisait par les voies officielles et non par déclaration personnelle. Personne ne se souvenait d'un seul cas où un futur roi aurait rédigé une telle déclaration de sa propre initiative. Les citoyens les plus âgés considéraient majoritairement cette décision comme attendue depuis longtemps et nécessaire à la stabilité de l'institution. En revanche, les plus jeunes n'étaient pas particulièrement satisfaits du caractère définitif de la décision de William. Par ailleurs, le fait que William ait choisi de ne pas prononcer de discours direct avait également son importance. Aucun appel à l'émotion, aucun grief personnel exprimé, aucune allusion à des interviews ou allégations passées. En évitant ces écueils, l'annonce de William n'a suscité aucune réaction immédiate. Les médias disposaient de faits à rapporter, mais de peu d'éléments à analyser. Il n'y avait plus de place pour la réinterprétation, plus d'espace pour les récits de réconciliation, et aucun mot n'évoquait une possibilité de réexamen. Cela a fermé une porte que beaucoup croyaient infranchissable, mais au-delà du message, c'est le moment choisi qui importait vraiment. Restez connectés, car nous allons vous révéler tout ce que vous devez savoir sur la décision choquante de William. Le moment de la publication est crucial. Il était 7h48 du matin. Les analystes juridiques ont examiné les implications en matière de titres, de financement et de représentation, en prenant soin de ne pas spéculer au-delà de ce que la déclaration autorisait. La ligne était tracée, mais son ombre planait. Au fil de la journée, l'attention se porta peu à peu sur les raisons de l'action de William. On voulait comprendre comment une telle décision avait été prise, qui avait été consultée, et depuis combien de temps elle était en gestation. Restez avec nous, car vous allez découvrir ce qui a provoqué la réaction de William. Que vous soyez du côté de Meghan, d'Andrew ou d'aucun des deux, les révélations de la princesse Anne exigent des comptes. La famille royale ne peut plus continuer ainsi. Il faut que ça change, soit des réformes profondes instaurant une véritable responsabilité et une transparence totale, soit une érosion continue du soutien public qui finira par rendre l'institution intenable.
La princesse Anne, cette femme qui n'a jamais recherché la notoriété et qui a consacré sa vie au service discret de l'État, a provoqué cette prise de conscience. Et la monarchie ne sera plus jamais la même. La question n'est plus de savoir si ce scandale sera oublié, mais si l'institution pourra survivre à ce qui l'attend. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette affaire en profondeur. Car je vous le promets, ce n'est pas terminé. Ce n'est que le début.